Un parcours mémoriel vient d'être inauguré à Großbliedersdorf. À travers 16 sites, le promeneur peut découvrir l'histoire de la commune. Des panneaux informatifs et des QR codes ont été mis en place. Le projet a coûté 64 000 €, dont 80% de subventions par les fonds européens FEDER. Une nouvelle cuisine pour l'EHPAD Notre-Dame du Blauberg à Sarreguemines. Remise aux normes, elle a aussi bénéficié d'une extension. Prochaine étape, construire un nouvel ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, et un PASA, un pôle d'activité et de soins adaptés. Visite sensorielle de la manufacture de Saint-Louis-les-Bitches. Tous les mercredis du mois d'octobre, le grand public est amené à faire appel tantôt à son odorat, à sa vue, à son ouïe ou au toucher pour une visite atypique qui s'adresse aussi en premier lieu aux personnes en situation de handicap. Une fin en beauté pour le Festival Euroclassique 2024. La dernière date dans le pays de Bitche était un concert de Duarte à Bitche. L'espace Cassin a résonné au son du chant mélancolique du fado. La chorale Méli-Mélodie a 15 ans, un anniversaire fêté sur scène à Rohrbach en organisant en même temps son 3e festival de chant. 3 autres ensembles vocaux étaient invités, venus de Sarralbe, Berenthal et Großbliedersdorf. Gros succès pour l'anniversaire du marché paysan de Rémelfin. Pour fêter la première année de son marché hebdomadaire du vendredi soir, la commune a organisé un gros événement dimanche. Une quarantaine de producteurs et artisans y ont participé. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on fera aussi un focus sur la santé avec nos 2 invités du jour, Denis Pfeiffer, vice-président de la communauté d'agglo Sarreguemines-Confluence, et Sophie Bourg, chargée de mission santé. On fera le point sur le contrat local de santé tout à l'heure. On va d'abord à Großbliedersdorf qui vient d'inaugurer son tout nouveau parcours mémoriel. Grâce à la pose de plusieurs panneaux d'information aux 4 coins de la commune, habitants et passants peuvent désormais en savoir plus sur l'histoire de Großbli. En voici un aperçu dans ce reportage de Camille Henriot. Avant-guerre, jusqu'en 1945, l'état de l'église lorsqu'elle a été victime des bombardements, et puis ça c'est le clocher actuel qui a été reconstruit. Et vous avez un texte en français, en allemand, je vous indiquerai tout à l'heure qui a assuré la traduction. Il aura fallu 2 ans pour redonner vie à ces lieux chargés d'histoire. Pour ce nouveau parcours mémoriel, 16 sites communaux ont été identifiés. Des plus connus comme le pont de l'amitié entre Großbliedersdorf et Kleinbliedersdorf, jusque ceux qui mériteraient que l'on s'y intéresse de plus près, comme la chapelle Sainte-Croix et le monument aux morts. Tout au début, je faisais référence à l'histoire mouvementée de Großbli. C'est pour ça que sur le monument mort, il y a marqué à la mémoire de nos morts et non pas mort pour la France. Voilà, comprenne qui pourra, mais voilà. Aussi bien en 14-18 qu'en 39-45. Enfin, en tout cas à partir de 42. C'est Joël Niederländer, premier adjoint au maire de Großbli, qui a porté ce projet. Alors ça, c'est une affaire plus personnelle au départ, puisque j'ai moi-même enseigné l'histoire pendant plus de 40 ans. Et je me suis rendu compte que très vite, les gens oubliaient leur passé, même le passé relativement récent, et qu'il fallait l'inscrire soit dans la pierre, soit dans des livres. Et la mémoire orale ne suffit plus, parce qu'avec la disparition des anciennes générations, toute cette mémoire disparaît en même temps. Donc c'est à partir de ce moment-là que ce projet a germé. Il entre désormais dans sa dernière phase avec la mise en place des QR codes. Plusieurs entreprises locales ont contribué à la naissance de ce projet. 64 000 € ont été investis pour sa réalisation, dont 80% subventionnés par les fonds européens FEDER. Des vestiges des JO de Paris 2024 au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Depuis plusieurs semaines, il est possible d'acheter à la boutique des mascottes de l'événement sportif planétaire qui a marqué cet été. Et depuis hier, vous pouvez découvrir de tout près la torche de la flamme paralympique. Elle restera sur place jusqu'au 31 octobre avant de prendre la direction du musée du sel à Marsal. Des séances photos avec la torche sont possibles tous les jours de 14h30 à 16h30. La ville de Sarreguemines est lauréate des lauriers des collectivités locales de Moselle 2024. Elle était en lice avec 2 autres villes dans la catégorie accessibilité et handicap. Elle l'a remporté avec l'installation d'un élévateur pour accéder au chemin de halage depuis le boulevard des Faïenceries. Il est accessible à tout le monde, mais il est surtout prévu pour les personnes à mobilité réduite. Les cyclistes aussi l'utilisent. Le chantier avait été confié à l'entreprise Schwarzpol de Bitche.
Un chantier peut en cacher d'autres. Depuis le 30 septembre, la préparation des repas a repris dans une nouvelle cuisine entièrement refaite à l'EHPAD Notre-Dame du Bloberg de Sarreguemines. C'est la première étape d'un projet bien plus important que va nous présenter Guillaume Dumonteil dans ce reportage. Bonjour, donc on a évolué un peu, on avait une seule chambre froide pour stocker tout ce qui était les aliments, BOF et viande. Maintenant on a différencié, cette pièce est passée en congélation, donc on a un congélateur maintenant, bien distinct, et le reste est dans différentes chambres froides, donc pour la viande, les légumes et tout ce qui est produits laitiers. La cuisine de l'EHPAD Notre-Dame du Bloberg de Sarreguemines a totalement changé d'aspect. Pour être davantage conforme aux normes, améliorer l'hygiène et l'ergonomie de travail des salariés, l'espace a été entièrement réaménagé et une extension a été réalisée. De nouveaux équipements ont également été achetés. On a une cellule de refroidissement rapide, un four 20 niveaux, un value cooking, une plaque de cuisson, une nouvelle friteuse, et une marmite qui nous servent à faire tous les potages qui sont faits maison. Tout ce nouveau matériel nous sert déjà à gagner du temps et à pouvoir avancer un peu plus vite dans les préparations que l'on fait, qu'on fabrique. Et aussi on va s'engager dans des cuissons de nuit qui vont nous permettre aussi de gagner aussi du temps et ça va permettre au personnel de pouvoir se délester pour faire autre chose. Pour utiliser ces nouveaux outils et nourrir les résidents de l'EHPAD, ceux de la résidence autonomie et les enfants de l'ITEP Vincent de Paul, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, la présence d'un nouveau cuisinier ne serait pas de trop. J'ouvre la porte, on recherche un cuisinier en CDI à temps plein, donc voilà, dans une cuisine neuve. Donc voilà, il suffit de contacter l'établissement et de prendre contact avec nous. D'autant que l'établissement voit grand et souhaite construire à proximité de l'EHPAD un nouvel ITEP et un PASA, un pôle d'activité et de soins adaptés. L'ensemble du projet, incluant la réfection de la cuisine, coûtera au final près de 6 millions d'euros. Les travaux, on l'espère, débuteront le plus rapidement possible parce que nous sommes très impatients d'accueillir nos collègues de l'ITEP aussi sur notre secteur. Logiquement, ces travaux devraient débuter début d'année prochaine. Dans le cadre de ce projet, plusieurs étapes ont déjà été effectuées, y compris le lancement des appels d'offres. Faire maigrir sa poubelle et recréer du lien social grâce au compostage, c'est le projet mené par l'agglo de Sarreguemines et SCH, Sarreguemines Confluence Habitat. Le premier site de compostage partagé vient d'être inauguré au quartier Bastille à Sarreguemines. Samedi matin, les habitants ont pu récupérer un petit bac afin d'y mettre leurs restes alimentaires. Pendant un an, les 112 foyers seront accompagnés à travers des animations pour bien utiliser ce système qui permet de mieux valoriser les déchets. SCH fournit la matière structurante sous forme de copeaux de bois. Le site pourra devenir un lieu de rencontre avec la création d'une allée et la mise en place de tables et de bancs. Un prochain site de compostage partagé est en cours de création à Rèche, annexe de Sarralbe. Ils sont 9 sites des Vosges du Nord à participer à une opération culturelle un peu spéciale qui consiste à les découvrir avec ses 5 sens. Le programme Éveil des sens a pour but de mettre en avant l'inclusion des personnes atteintes de handicap, mais il est ouvert à tous. Le musée de Saint-Louis est l'un de ces sites. Le public peut participer gratuitement à une visite dite sensorielle de la fabrication des pièces en cristal. Reportage d'Emilia Zell. L'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher vous seront utiles pour cette visite un peu spéciale. Le parc naturel régional des Vosges du Nord organise durant le mois d'octobre l'opération Éveil des sens. La Grande Place, musée de Saint-Louis, y participe en proposant tous les mercredis des visites sensorielles de la manufacture. Et celui que vous n'ayez pas peur, c'est que là, vous risquez pas de tomber. Je n'ai pas peur. Dès que vous êtes prêts, c'est bon? C'est bon. Regardez, on y va. N'ayez pas peur. Pendant ces visites, le public découvre les ateliers du chaud et du froid et les outils avec les yeux bandés. Bon, c'est amusant, la partie sensorielle. Dans le déplacement déjà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et le fait d'imaginer ce qui se passe dans une pièce par les bruits et les odeurs, c'est assez intéressant. Et ensuite, quand tombe le masque, de voir ce qui se passe réellement dans les ateliers, c'est
tantôt surprenant même de voir la taille. En fait, on ne s'attend pas forcément à la taille des ateliers quand on a les yeux bandés. C'est très très grand. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire appel à tous nos sens, donc on se met un petit peu, comment dire, un peu à l'épreuve. Voilà. Ça permet surtout au niveau de découvrir ce site-là avec tous ces ateliers de travail, ces différentes odeurs qui circulent dans les fours, dans les différents ateliers. C'est vraiment, je dirais, même instructif. L'opération Éveil des sens a pour but de mieux accueillir les personnes en situation de handicap et éloigner de la culture en utilisant tous ses sens. Les 23 et 30 octobre auront lieu les dernières visites sensorielles au musée de Saint-Louis. C'était la dernière date dans le Pays de Beach pour le festival Euroclassique. Sur la scène de l'Espace Cassin s'est produit le chanteur et musicien portugais Duarte. Il était accompagné de 3 autres musiciens pour un concert de fado, un style musical incontournable du Portugal. Reportage de Camille Henriot et Thibaut Desmerlet. Le fado a résonné à travers la voix de Duarte. Ce chanteur et musicien portugais a fait découvrir à la centaine de personnes présentes dans l'Espace Cassin ce style traditionnel du Portugal. Le fado signifie destin. C'est un chant mélancolique qui exprime une certaine nostalgie d'une chose perdue. Ce qui est typique, c'est aussi l'accompagnement des guitaristes et bassistes. Duarte se produit régulièrement en France et en Europe. C'était le dernier spectacle côté français pour le festival Euroclassique. 4 autres dates sont encore prévues en Allemagne. Autre concert, cette fois chorale avec Vocal Avenue. L'ensemble de Hambach a proposé un concert sur le thème de la paix au sanctuaire Notre-Dame du Perpétuel Secours du Bloberg à Sarreguemines. Marie-Morgane Pires y a assisté. Des chants aux sonorités gospel, couplés avec des arrangements de Patrick Hubert, le chef de chœur. L'ensemble Vocal Avenue a proposé un programme mêlant les voix de la vingtaine de choristes, les notes de piano et de batterie. Le groupe, créé en 2013 à Hambach, a proposé cette fois un concert sur la thématique de la paix. Plusieurs chorales du secteur étaient réunies ce week-end aux côtés de Mélie Mélodie, chorale du Pays de Beach qui a célébré ses 15 ans, un anniversaire fêté à l'occasion de son 3e festival de chant à Rohrbach-les-Beach. Reportage de Marie-Morgane Pires. Souffler ses bougies sur scène, quoi de plus normal pour la chorale Mélie Mélodie. Tous les 5 ans, le groupe de Petit Réderchin organise un festival de chant. Cette 3e édition marquait donc les 15 ans de l'ensemble, composé de 42 choristes. Mélie Mélodie a invité des chorales des communes alentours pour participer à ce concert organisé à Rohrbach-les-Beach, la chorale cantilène de Sarralbe, l'air de rien de Berenthal et l'ensemble vocal Entre deux de Großbliederstroff. Après sa diffusion en avant-première au Cinéma Forum de Sarreguemines, le court-métrage Les Figurants d'Icam Productions remporte 2 prix au Festival Fudge, le festival du film universitaire du Grand Est. Le réalisateur Thomas Sonfranc et son équipe sont repartis avec le prix de la photographie et le prix du public. Le film était en compétition avec une trentaine d'autres lors du festival qui s'est déroulé au Cinéma Club de Metz. Ce court-métrage dénonce les conditions de travail des figurants sur les tournages. Ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. Les producteurs et artisans se sont donné rendez-vous à Rémolfin dimanche pour fêter le 1er anniversaire du marché paysan de Rémolfin. L'habituel rendez-vous du vendredi soir s'est transformé exceptionnellement en gros événement du dimanche, la preuve en images.
C'est un premier anniversaire fêté en beauté pour le marché de Rémolfin. Une quarantaine de producteurs et d'artisans se sont installés dimanche dans le village. Bien plus que ceux réunis habituellement les vendredis soirs depuis un an. La municipalité et l'association du marché paysan de Rémolfin ont voulu marquer le coup avec cet événement qui a mis en avant le monde agricole. En plus des exposants, plusieurs animations étaient proposées, démonstrations de traite, balades à poney ou encore un défilé de 70 tracteurs. Le public est venu en nombre. Les producteurs locaux, eux, seront de nouveau réunis vendredi soir de 17h à 19h pour le rendez-vous hebdomadaire. Dans un instant, focus sur le contrat local de santé qui est en cours d'élaboration sur le territoire de la Casque. On regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est une très belle journée qui nous attend pour demain. Le soleil sera bien présent tout au long de la journée dans un ciel très dégagé. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 16 à 17 degrés. Demain nous fêtons les gens et il fera jour de 8h09 à 18h29. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Retrouvez le goût des plats traditionnels qui réchauffent le cœur à l'Auberge du Moulin des Juilaires. Notre restaurant vous accueille dans une atmosphère chaleureuse où chaque repas vous apporte le sourire. L'Auberge du Moulin des Juilaires, un retour aux saveurs authentiques, tout en douceur. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosbli-d'Estroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Téléphone, mail, site internet et réseaux sociaux, personne n'est à l'abri des arnaques financières. Les escrocs utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour obtenir vos données bancaires et personnelles. Méfiez-vous des offres trop alléchantes et vérifiez toujours l'identité de votre interlocuteur avant de partager des informations personnelles. Retrouvez nos conseils sur abe-infoservice.fr, le site d'information des autorités de contrôle et de la Banque de France. Protégez votre argent, sécurisez votre avenir. La santé, c'est un domaine dans lequel on ne connaissait pas forcément la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Pourtant, un contrat local de santé est en cours d'élaboration. Alors, on va en parler en détail, mais d'abord, première question, Denis Peifer, est-ce que la santé est une compétence communautaire ? Eh bien, elle est depuis 2 années maintenant. Il y a 2 ans, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence a décidé de porter cette compétence. Et puis, début d'année, eh bien, on m'a désigné comme le porteur politique de ce projet. Donc c'est vous qui en avez hérité la charge en tant que vice-président. Sophie Bourg, donc l'Agglo se lance dans un contrat local de santé. La première étape, ça a été de vous recruter. Et en plus, vous venez du domaine de la santé. Oui, je suis sage-femme depuis 25 ans et j'ai choisi de me réorienter vers la gestion de projet et vers la prévention. Et là, la première action, ça a été de lancer un questionnaire. Alors, on peut y répondre en ligne jusqu'au 25 novembre. Il s'adresse à qui et quels sont un petit peu les types de questions ? Alors, le questionnaire, nous avons souhaité qu'il s'adresse à l'ensemble de la population, de 15 ans jusqu'aux personnes âgées, puisqu'il nous semblait que pour pouvoir faire ce contrat local de santé, il fallait avoir un diagnostic précis de la situation. Et quoi de mieux que pour faire ce diagnostic que d'avoir l'avis citoyen par rapport à ces questions. Et donc le questionnaire, auquel j'invite vraiment chacun à y répondre, aura cette mission-là de mieux connaître l'état de santé de notre population, de connaître ses difficultés, de connaître sa perception de son environnement, de connaître sa perception de la santé et de voir avec elle quelles sont les priorités que l'on peut donner par rapport à l'action publique. Donc vraiment une enquête auprès des habitants du territoire. Vous avez aussi organisé la semaine dernière un séminaire avec des professionnels. Quels étaient les objectifs et est-ce qu'on a déjà les premières conclusions ?
Alors les objectifs étaient de pouvoir faire une photographie de la santé à l'heure actuelle avec des élus, des professionnels de la santé et d'autres partenaires que nous avions identifiés lors d'entretiens. Et les premiers constats qu'on peut faire, c'est que il faut aller vers les populations et il faut mettre en avant ce qui existe déjà sur le territoire. Il y a déjà beaucoup d'actions qui sont organisées, mais qui sont peut-être mal connues par le public. Si vous permettrez, je résumerai ça par une expression, c'est aller vers et faire avec. Aller vers la population et construire avec elle le projet de contrat local de santé. Que les gens se sentent plus impliqués et soient déjà au fait de ce qui existe. Pour nous, c'est un défi, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que la santé, ça relève uniquement des professionnels, ce qui est logique évidemment, on peut mieux ce sont les professionnels, mais la santé, ça concerne tout le monde, et donc du coup, il faut fédérer autour de ces questions. Alors, l'agglo n'a pas vocation à se substituer aux professionnels de santé. Quel est, en termes de santé, le rôle de la CASC et quels sont les partenaires ? Alors, le rôle de la CASC, déjà le partenaire numéro 1, c'est l'Agence régionale de santé. On ne fait rien sans l'ARS. Notre rôle, en fait, c'est de coordonner, c'est de fédérer toutes ces questions de santé, comme on l'a fait récemment, vous l'avez dit, à travers le séminaire, à travers l'enquête qu'on a pris de la population, à travers les nombreuses rencontres qu'on a avec les professionnels de la santé. Et donc, l'objectif, c'est de déterminer un certain nombre de thématiques dans lesquelles on pourra agir par la suite. Donc, nous, vraiment, c'est de mettre en réseau l'ensemble des partenaires de la santé. On a le sentiment qu'ils se connaissent, mais pas toujours. Parfois, ils se connaissent de nom, ils ne se connaissent pas vraiment physiquement. Et j'ai envie de dire, la première réussite du contrat local de santé, c'est de mettre ce réseau en place. Et quelles sont les thématiques, parce que vous avez dit le mot thématique, mais quelles sont les thématiques qui seront réellement incluses dans le contrat local de santé ? Alors déjà, ça tourne autour de diverses catégories de personnes. Les femmes, les personnes handicapées, les personnes qui vivent en précarité, les personnes âgées, les jeunes. Et pour chacune de ces catégories d'âge, on va distinguer effectivement un certain nombre de problématiques. Alors pour l'instant, je ne cache pas que ça va un peu dans toutes les directions, c'est très touffu, c'est très vaste. Et l'objectif à terme du contrat local de santé, ce sera parmi tous ces objectifs-là, il y en a une dizaine en gros, hein, si je rentre dans l'État, ça peut être un peu long, mais ce serait de déterminer trois priorités d'action que nous mènerons. Mais on a déjà les premières remontées des enquêtes et on sait déjà à peu près dans quelle direction on va pouvoir aller. Et quels sont les types de priorités qui se dégagent là déjà au premier abord ? Probablement la santé mentale. La santé mentale et la prévention. La santé mentale, c'est vrai qu'on a vécu la période de Covid il y a quelques années. Ça a mis en lumière la santé mentale de la population, des personnes âgées, des plus jeunes aussi, hein, parce que malheureusement, il y a une situation, entre guillemets, sans exagérer, de déprime de la jeunesse. C'est vrai qu'il y a tellement de pression qui est exercée sur elle, de manière générale, et cette santé, il faut en tenir compte. On l'a vu dans votre reportage tout à l'heure aussi, hein, ces questions de santé sont de plus en plus importantes. Les gens y consacrent énormément d'attention, et ça, c'est un premier axe de développement, la santé mentale. Et ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est en lien avec la prévention, notamment vis-à-vis des jeunes et les personnes âgées, qu'il ne faut pas oublier non plus. Notre territoire, malheureusement, comme beaucoup de territoires, est vieillissant et il faut porter notre attention sur nos seniors. Et alors maintenant, pour élaborer ce contrat local de santé, quelles sont les différentes étapes à franchir et quel est le calendrier ? Donc on est en train d'être sur la phase diagnostic qui se finira fin de cette année, début d'année prochaine. Il y aura un temps politique de validation qui sera suivi d'un travail sur les fiches actions. Et fin 2025, on espère pouvoir signer ce contrat local de santé et début 2026 démarrer concrètement. Voilà, donc on a 18 mois pour déterminer les objectifs du contrat local de santé. Mais pour nous, il faut d'abord s'appuyer, tu l'as dit, sur un diagnostic qui est précis. Et puis après viendra, j'ai envie de dire, le temps le plus intéressant pour nous, ce sera de déterminer des actions, dans quel domaine on va aller, ce qu'on va faire, sur quoi on peut s'appuyer, et puis les financements qui vont derrière avec, parce que c'est bien gentil de distinguer un certain nombre de priorités, mais après il va falloir chercher les financements pour mener ces actions à bien. Et alors le contrat local de santé n'est du coup pas encore en phase opérationnelle. Pourtant, vous avez déjà organisé un premier événement, c'était la table ronde consacrée aux jeunes aidants. L'idée, de manière générale, c'est aussi d'animer le territoire en matière de santé ? Oui, complètement. Et ça a été demandé aussi par un certain nombre de partenaires. De pouvoir avoir des temps de présentation, des séminaires santé. Et là, c'était une table ronde sur les jeunes aidants. Donc avec des thématiques, parce que là cette fois-ci c'était les jeunes aidants, mais il peut y en avoir d'autres, quoi. Bien sûr, c'est large la santé.
On a vu, si vous permettez, que l'ensemble du tissu local s'investit dans les questions de santé. Quand on voit l'opération Octobre Rose et toutes les communes qui s'investissent là-dedans, toutes les associations qui portent le message, on voit qu'il y a une grande mobilisation autour de ces questions de santé. Et l'objectif pour nous, c'est cela aussi, hein, c'est de mettre ensemble tous ces porteurs de projets et d'aller un peu dans une même direction qui est pour le bien-être et la santé de nos concitoyens. On est beaucoup confronté au problème de désertification médicale. Alors, pas du tout à la même hauteur selon les communes et pas forcément, on n'est pas forcément mieux loti en zone urbaine qu'en zone rurale. Ça dépend vraiment des endroits. Mais face à ce phénomène, est-ce que la communauté d'agglo a des leviers pour favoriser l'installation de médecins généralistes et spécialistes? Est-ce que la communauté d'agglo est prête à mettre la main à la poche pour apporter aussi des aides financières, avoir une réponse financière? Alors c'est le problème numéro 1, en fait. Parce que quand on voit les premières remontées de l'enquête, puisqu'on jette du coup d'œil sur les premières remontées, il y a toujours l'accès aux soins qui est en question. Il y a toujours l'accès aux généralistes, aux spécialistes, les délais qui sont beaucoup trop longs, le manque, effectivement, de personnes dans ces différentes professions. Et dans notre objectif, effectivement, ça sera l'une des missions qu'il faudra remplir pour la collectivité. C'est comment est-ce qu'effectivement on peut intervenir pour aider les médecins à s'installer chez nous, sur notre territoire. Alors il y a évidemment de l'attractivité du territoire. On voit que d'autres contrats locaux de santé un peu voisins font peut-être des incitations un peu financières pour aider les uns et les autres pour venir. D'autres proposent d'accompagner des étudiants en cours de formation au travers d'une bourse, par exemple. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, tout est posé sur la table. Et puis après, la communauté d'agglomération verra dans quel chemin elle va s'orienter. Mais pour nous, c'est la concurrence entre les territoires qui sont tous confrontés. Déjà, au niveau du territoire de la CAS, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de concurrence, c'est de réfléchir à une proposition de santé qui soit un peu cohérente. Mais après, nos voisins, on n'est pas tout seul. Il y a Forbach, il y a Beach, il y a l'Allemagne de l'autre côté. Il ne faut pas oublier l'Allemagne non plus, avec lequel on a intérêt à développer un partenariat. Effectivement, c'est un peu triste, hein, c'est un peu concurrentiel, mais moi j'ai envie de dire qu'il faut quand même c'est concurrentiel, il faut quand même cheminer vers une forme de partenariat, d'entente, et pas se concurrencer sous tous les domaines. C'est de l'aménagement du territoire en fait, et c'est aussi un des objectifs du contrat local de santé à terme, bien aménager le territoire en termes de santé. Et il y a du boulot. Il y a du boulot, oui. Merci en tout cas d'être venu faire le point sur le contrat local de santé sur ce plateau de Mosaïque Cristal. On termine cette émission en parlant de prévention, mais d'un autre type de prévention. Attention aux arnaques. C'est un épisode proposé par CEPREM Productions. Et dans ce premier numéro, on vous met en garde contre les faux conseillers bancaires. Téléphone, mail, réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à des tentatives d'arnaque. Alors, peut-on éviter de se faire avoir? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question? Est-ce que vous avez quelques minutes pour faire un petit jeu de rôle? Oui, si vous voulez. Nous allons faire une petite simulation. Ouais. Je vais vous passer quelqu'un au téléphone et vous allez me dire si c'est un vrai ou un faux conseiller bancaire. Ok. Donc je vous demande de répondre. Allô? Bonjour, Madame Martin? Oui, allô? Oui, bonjour, Monsieur Dupont? Oui, absolument. Oui, c'est moi. Alors, je me présente, Madame Letellier, je travaille au service antifraude de votre banque. Je vous appelle car notre système antifraude a détecté des mouvements suspects sur votre compte bancaire. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes bien en vacances en Lituanie? Ah non, pas du tout. Non, je suis pas en vacances en Lituanie, non. Ah, j'imagine que vous n'êtes donc pas à l'origine d'un paiement de 3 500 €? 3 500 €, non, absolument pas. D'accord. Alors, ne vous inquiétez pas, je pense que vous êtes victime d'une arnaque. Mais je vais vous aider à annuler cette opération. Je dois d'abord vérifier votre identité. Vous êtes bien Monsieur Arnaud Dupont, né le 19 mars 1982 à Nice. Oui. Vous êtes bien Madame Sophie Martin, née le 11 mai 1976 à Bordeaux. Oui, c'est moi. D'accord. Et votre numéro de carte bancaire se termine bien par 0325. Ouais. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, vous allez donc recevoir une notification sur votre application bancaire pour annuler l'opération suspecte. Et vous devez absolument saisir vos codes pour valider l'annulation du paiement de 3 500 €. Pas de problème. D'accord, mais non, je vais pas le faire. Alors, arnaque ou pas arnaque? Bah, arnaque totale. Non, pas arnaque, parce que déjà ils m'ont demandé mon adresse, le code. Elle avait mon numéro de carte. Bah oui, arnaque. Et oui, c'est bien une arnaque. Les escrocs multiplient les appels téléphoniques, sachez-le. Ces faux conseillers peuvent récupérer vos codes bancaires lorsque vous remplissez un formulaire sur Internet sur un site malveillant. Attention aussi lorsque vous cliquez sur un lien dans un email ou un SMS. Aucun salarié d'une banque ne vous demandera jamais des données de connexion, la validation d'une opération sur votre application de banque en ligne, ni un code d'authentification reçu par SMS. Il ne vous demandera jamais non plus de faire un virement vers un autre compte pour, soi-disant, récupérer vos fonds. Ne communiquez jamais vos données bancaires. Soyez donc vigilants et pour plus d'informations,
rendez-vous sur abe-infoservice.fr.